Comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, description. Gabriel Attal a fait un discours à l'Assemblée nationale où il a parlé des agriculteurs. Ça s'est plutôt mal passé ou ça a été plutôt mal reçu par les agriculteurs, mais on en a parlé dans la vidéo précédente. Mais par contre, il a parlé aussi des autres points clés du gouvernement et de la politique française. Il est revenu sur plein de choses. On va faire un petit résumé de toutes ces mesures ou de toutes ces annonces et on verra bien le bilan de ce qu'il en sera à la fin. Quoi qu'il en soit, il y a des choses assez bizarres, du genre il faut lutter contre l'immigration. Mais de l'autre côté, on va aller à l'étranger chercher des médecins pour les faire travailler en France. Plus deux, trois autres choses assez intéressantes. Attention, please. D'ailleurs, le saviez-vous ? Gabriel Attal devient la personnalité politique préférée des Français. Ça va tellement vite. C'est un truc de fou. Il est là depuis 2 semaines, il fait un petit discours, personnalité politique préférée des Français, wouhou! Franchement, s'il y avait les élections la semaine prochaine, il pourrait être président. On verra en 2027 de ce qu'il en est. Souvenez-vous, à 15h, il a démarré. On va lire le résumé, qui est fait par Libération. Gabriel Attal entame son discours devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a commencé à s'exprimer devant les députés en faisant directement référence à son jeune âge, 34 ans, et en s'inscrivant dans l'histoire française. Je suis né en 1989, l'année du bicentenaire de la Révolution, une année où l'on a cru que la démocratie libérale et le progrès universel triompheraient par eux-mêmes. Ma génération a vu l'inverse se produire parce que notre génération, partout dans le monde, voit son monde chamboulé, plus fortement encore, que tout autre avant elle. Là, je suis juste la génération d'après, dis donc. Il a connu la fin du Club Dorothée, ce qui est quand même cool. La gauche a déjà posé sa motion de censure avant le discours du Premier ministre. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a annoncé le dépôt d'une motion de censure par le groupe LFI, PS, PC et écologistes. La date de son examen par l'Assemblée n'est pas encore fixée. Au terme de la Constitution, si la motion était adoptée par une majorité absolue de députés, le Premier ministre devrait remettre la démission au gouvernement. Un grand nombre de motions de censure ont déjà été présentées par telle ou telle opposition depuis le début du quinquennat, notamment en réaction à l'usage du 49.3 par le gouvernement, mais aucune n'a été adoptée, même s'il n'en s'en est fallu que de 9 voix pour celle du 20 mars 2023. C'est notamment en raison des réticences de la plupart des députés les républicains à joindre leur voix à la gauche ou au Rassemblement national pour renverser le gouvernement. 15h13, le 30 janvier, on est au 30 janvier 2024. 15h13. Il joue son crédit en stéréo tandis que Gabriel Attal discourt devant l'Assemblée nationale. Son texte est également prononcé mot pour mot au Sénat par Bruno Le Maire. Le site officiel du gouvernement explicite « La règle veut qu'au moment où le Premier ministre expose sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, celle-ci soit lue en même temps à la tribune du Sénat par un autre membre du gouvernement. » C'est donc le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui s'y colle devant la chambre haute, quitte à ce que ce soit parfois un peu bizarre, comme quand il a lu « Je suis né en 1989 ». Ce qui est vrai pour Gabriel Attal, mais évidemment inexact pour Bruno Le Maire, qui est né 20 ans plus tôt, en 1969, ainsi que le révèle la sénatrice écologiste Mélanie Vogel. Alors, vous vous doutez bien que ça a l'air pertinent comme ça. Tu dis « Oh, dis donc, elle se fout de la gueule de Bruno Le Maire qui dit qu'il est né en 1989 ». Mais il ne faut pas oublier que c'est une écologiste. Et en fait, elle fait que détourner l'information qui est complètement débile. Alors Bruno Le Maire fait que citer. Hein. Et en plus, si on regarde l'extrait où il cite le discours, il précise bien « Voici le texte de Gabriel Attal que je cite et que je vais vous lire devant vous. Je cite ces mots, blablabla. Je suis né en 89, blablabla. » Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Mais bref. Pendant ce temps, le président en Suède, on s'en fout. Attal est le rang de la France. Dans un monde où tout s'accélère et se transforme, je refuse que notre identité puisse se diluer ou se dissoudre, a déclaré le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. La France a son rang à tenir, sa voix à faire entendre, sa singularité à imposer. Nous avons une fierté française à maintenir, une fierté européenne à consolider, a poursuivi le chef du gouvernement. Qu'est-ce qu'il dit encore ? Le Premier ministre se dit confiant en l'avenir, affirmant connaître les Français, leur énergie, leur volonté, leur créativité. Bon, pour l'instant, il brosse dans le sens du poil avant les mesurettes. L'épidémie de Covid a mis à jour bon nombre de fractures dans notre société. Elle a poussé notre modèle social dans ses retranchements. Mais notre pays a tenu et nous avons protégé nos concitoyens mieux que beaucoup d'autres. Je
Pas convaincu là-dessus non plus, hein, mais bon. Il a ensuite reproché cette crise du défi climatique auquel le monde fait face. Le dérèglement climatique nous frappe plus dur et plus fort, plus souvent. L'exceptionnel devient la norme, les catastrophes se multiplient, mais notre pays agit avec force et jamais dans son histoire, les émissions de gaz à effet de serre n'ont baissé aussi rapidement que l'an dernier. C'est normal, on était tous confinés au bout d'un moment pour arrêter les conneries. Quoique l'an dernier, tu me diras, non, c'était il y a 2 ans déjà. C'était il y a 2 ans déjà le Covid. Presque 3 ans. Oh, ça passe tellement vite. Souvent présenté comme une sorte de double d'Emmanuel Macron, le nouveau Premier ministre a entamé sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, en écho formulé par le président de la République, à la fois lors de ses vœux du 31 décembre, lors de ses conférences de presse du 16 janvier, c'est-à-dire en présentant les 3 événements considérés comme majeurs pour l'exécutif pour l'année 2024, qui s'esquissent. D'abord les 80 ans du débarquement, un moment de libération d'une France de soutien des Français, qui pour la plupart n'avaient jamais cessé de croire en elle, selon les mots d'Attal, puis la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame, alors que l'image rétinienne des flammes reste aussi vive dans l'esprit des Français, et enfin les Jeux Olympiques de Paris, image selon lui d'un monde bouleversé, un monde divisé, que nous accueillerons. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner les Jeux Olympiques. Il doit y avoir une exception agricole française, affirme Gabriel Attal qui démarre son discours, alors que les colonnes des tracteurs roulent vers Paris. Face à l'empilement des normes, l'agriculture doute et attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous, sans aucune ambiguïté. Et ça, on l'avait vu. Hein. Ça annonce des rendez-vous, ça annonce des trucs, mais il n'y a jamais rien de pris pour l'instant. Donc jamais dans l'histoire, les émissions à gaz à effet de serre n'ont baissé aussi rapidement, baissé que l'an dernier. Il est vrai que les émissions de gaz à effet de serre poursuivent leur baisse en France, avec une diminution importante de 4,6% au cours des 3 premiers trimestres de 2023 par rapport à l'année 2022. Il est trompeur de croire que cette baisse est intimement liée aux politiques mises en place par l'exécutif. Selon le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, la CITEPA, qui fournit les données officielles de ces émissions, la trajectoire en baisse est surtout liée à des facteurs conjonctuels, crise énergétique, problématique d'inflation en tête, plutôt qu'une réelle stratégie de sobriété. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi comment ça se fait qu'ils n'ont pas engueulé l'Allemagne qui a arrêté ses centrales nucléaires et sont revenus à du charbon. C'est incroyable. Visiblement énervé, le Premier ministre a brièvement interrompu son discours pour se plaindre des protestations qui descendent des bancs de l'Assemblée à quasiment chacune de ses phrases. « Je ne suis pas convaincu que ces millions de Français attendent qu'on cherche à me couvrir par des cris », a lancé Gabriel Attal, juste après un passage où il appelait les oppositions à transcender les clivages, les désaccords et les divisions, avant de plaider « C'est aussi cela la méthode que je veux pour mon gouvernement. Respecter les Français, respecter les oppositions, respecter notre Parlement. » Le chef de gouvernement a aussi promis aux oppositions que sa porte sera toujours ouverte et qu'il ne renoncera jamais à dialoguer avec elles. Lors d'une longue anaphore patriotique, Gabriel Attal a évoqué les mères célibataires qui ne lâchent rien. La formule rappelle les mères courage louées par Emmanuel Macron lors de la crise des Gilets jaunes, tandis que ces familles font face à une précarité de plus en plus étouffante. Leur taux de chômage est de 17,2%, le double de celui des mères vivant en couple. Dernier coup de pouce en date, la valorisation de la prime de Noël qui fut arrachée par les socialistes lors des négociations de dernière minute avec le gouvernement des lois de finances. Désmicardiser la France. Son objectif, c'est ça. C'est de désmicardiser la France. Comment on désmicardise la France ? C'est l'objectif affiché par Gabriel Attal qui ne peut ignorer le nombre de salariés bloqués au salaire minimum, a nettement augmenté ces dernières années. Seulement, comment compte-t-il s'y prendre ? Là, on navigue encore dans un certain flou. Je n'exclus aucune mesure. Oui, mais il n'y a toujours aucune mesure de prévue, du coup. Il n'y a aucune solution. Pour que les branches professionnelles dont certains minima soient inférieurs au SMIC, on en compte actuellement plus d'une trentaine. Comment des branches professionnelles sont inférieures au SMIC ? Il y a déjà un problème d'être hors la loi, non ? Elles doivent se mettre en conformité, prévient Gabriel Attal. Une menace guerre étayée en sachant que sa prédécesseur, Elisabeth Borne, avait déjà annoncé en octobre dernier qu'une loi serait potentiellement adoptée en juin afin de toucher marginalement aux exonérations dont les entreprises de branches concernées bénéficient au niveau du SMIC. Le Premier ministre se fait en revanche plus concret s'agissant des effets de seuil liés à ces exonérations qui sont accusés de décourager les employeurs d'augmenter leurs salariés. Dès le prochain projet de loi de finances, nous commencerons à réformer ce système, annonce-t-il en promettant de s'appuyer, entre autres, sur les partenaires sociaux. Et moi, je le sais de mon expérience personnelle à moi j'ai un salarié. Je ne le paye pas tous les mois pareil. Mais
quand je le paye 1500 balles net, pour que lui touche 1500 balles net, moi je dois débourser plus de 3000 balles brutes, plus les charges patronales, plus ce genre de choses. Plus après toutes les taxes un peu à gauche à droite, plus l'URSSAF, l'ARJIC, l'ARCO. C'est ingérable. On marche sur la tête de devoir payer 2 fois plus. Et ce con, en plus, ça va, des fois on se dit des gros mots, mais c'est amical. Ce con, en plus, des fois, il veut que je lui augmente son salaire. Il veut que je lui passe à 2000, 2500 euros. Imagine que je lui passe le salaire à 2500 euros. Ça veut dire qu'il faut que je débourse plus de 5000 euros en tant que patron. Et ce fric-là, c'est 2500 euros qui... Ok, ça part dans les impôts, ça part dans les taxes, ça part dans les charges, ça part dans la voirie, ça permet de financer les hôpitaux, les écoles et blabla. Mais j'ai pas l'impression de le voir bien utilisé, cet argent. J'ai vraiment pas l'impression de le voir bien utilisé. J'ai l'impression que je le prends comme ça, je le mets sur la table et l'autre, il râle qu'il est toujours pas bien payé. Mais t'as vu combien tu me coûtes aussi? C'est un enfer. La bureaucratie qui recule, c'est la liberté qui avance. En promettant d'alléger le fardeau des règles et des normes, en supprimant ou simplifiant nombre d'entre elles, Gabriel Attal reprend des engagements déjà anciens du macronisme. Lors de ses premières campagnes présidentielles, Emmanuel Macron avait ainsi annoncé de ne vouloir ajouter aucune norme nationale aux normes européennes dans le secteur agricole, maritime et de la pêche. Puis son Premier ministre, Édouard Philippe, avait annoncé que, pour toute nouvelle norme, l'État devrait en supprimer ou en simplifier 2 autres. Promesse manifestement mal tenue pour que le nouvel occupant de Matignon, plusieurs années plus tard, en fasse son propre combat. La bureaucratie recule, c'est la liberté qui avance. S'est-il même emballé en fin de tirade? C'est bien, c'est beaucoup d'éléments de langage, c'est beaucoup de marketing, c'est beaucoup de langage commercial, mais des faits, il n'y a rien de concret. Et on est à 15h48. Affirmant que l'État doit montrer l'exemple, Gabriel Attal dit vouloir permettre aux personnes du ménage parfois forcées à faire des heures de transport en commun au milieu de la nuit et qui travaillent dur et qui se sentent invisibles, de désormais venir travailler aux mêmes horaires que tout le monde, c'est-à-dire 2 bureaux. Dans les administrations françaises, le sort des agents et agentes d'entretien a fait l'objet d'une proposition de loi de François Ruffin, détricotée par le Parlement en 2001. C'est complètement con. Tu peux pas nettoyer les bureaux au moment où tout le monde travaille. Parce que du coup, on va travailler juste après, et du coup, ça va être redégueulasse. C'est con. À la limite, on ferait à la japonaise, dans les écoles japonaises, mais on met ça dans les bureaux, c'est-à-dire que c'est les gens qui vident leurs poubelles et qui passent la serpillière et qui nettoient les chiottes. Mais de faire passer le personnel de ménage en même temps que les heures d'ouverture, c'est un peu bizarre. Généralement, ils passent en fin de journée, ils passent vers 16h, 17h, 18h. Et je les voyais tout le temps. Comme dans l'informatique, il n'y a pas vraiment d'horaire. Des fois, je restais au bureau jusqu'à 20h, 21h, des fois plus. Et j'étais le seul à les faire chier, à les déranger. Et je me sentais mal à les déranger dans leur taf. Et eux se sentaient mal à me déranger aussi. C'était assez rigolo. Mélenchon dénonce le discours le plus réactionnaire depuis un siècle. Le leader de la France insoumise a d'ores et déjà qualifié la déclaration de politique générale du Premier ministre de discours le plus réactionnaire depuis un siècle. Attal est très mécontent car le peuple refuse d'admettre qu'il vit au paradis. Il punit durement les ingrats, suppression du SMIC, travail gratuit, obligatoire pour le RSA, le discours le plus réactionnaire depuis un siècle, a écrit sur X Jean-Luc Mélenchon, alors que le chef du gouvernement est encore en plein milieu de son discours à l'Assemblée. C'est un serpent de mer de discours sur la réduction des dépenses de l'État qu'on retrouvait déjà dans la bouche d'Édouard Philippe en 2019, à l'époque où il était Premier ministre, mais que Gabriel Attal reformule pourtant à sa manière, en promettant une nouvelle règle générale simple. Tous les organes, tous les organismes, tous les comités et autres qui ne sont pas réunis ces 12 derniers mois seront supprimés. Le problème, il a été maintes fois démontré que si dissoudre des organismes qui ne sont plus en activité est une intention aussi louable que logique, ces derniers représentent des budgets assez négligeables, et que ce genre de proposition révolutionnaire ne permet donc pas de dégager les fonds substantiels à investir ailleurs. Tu veux vraiment lutter contre le gâchis? Tu divises par 2 tous les salaires, députés, sénateurs, tu enlèves
Ils ont 3-4 000 euros de salaire. À quoi ça leur sert d'avoir une prime de 6 ou 7 000 euros en plus pour des dépenses? Ils ont déjà assez de salaire comme ça. Toutes les notes de frais de restaurant à 2 balles qu'ils font passer pour eux, pour leurs copains, pour plein de trucs. Les mairies qui surabusent aussi. Je vous avais raconté l'anecdote aussi de cette mairie qui, tous les matins, commandait 600 ou 700 croissants, enfin viennoiseries, pour tous ses salariés, tous les matins. Alors le boulanger qui a eu le contrat, lui, il est heureux comme un pape, mais... Et ça, c'est des petites dépenses. Mais les grosses dépenses, c'est-à-dire que quand il faut ravaler, par exemple, un mur en peinture, juste ravaler un mur en peinture, tu vois, un truc tout con, au sein de la mairie. Au lieu d'aller prendre un peintre et qui te fait ça pour 500 balles, 600 balles, j'en sais rien, ils vont faire une appel d'offres, ils vont prendre leurs copains et ils vont faire exactement le même boulot, mais pour 10-15 000 balles. Et tout le monde se met bien. C'est ça qu'il faut lutter. C'est contre cette mafia qu'il faut lutter. Et je suis sûr qu'il y a des millions, voire des milliards à économiser. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé mardi qu'il allait déposer un deuxième projet de loi Industrie verte qui proposera notamment de demander à la Commission nationale du débat public de concentrer ses travaux uniquement sur les projets d'envergure nationale. Ce sera 6 mois de gagné dans les procédures pour les autres projets. La bureaucratie qui recule, c'est la liberté qui avance, a fait valoir le chef du gouvernement lors de son discours politique général. Tout en confirmant des dépenses pour le prochain budget déjà annoncé par le président de la République, comme la baisse de 2 milliards d'euros d'impôts pour les classes moyennes, j'attends de voir, l'ancien ministre délégué au compte public a confirmé qu'il entendait poursuivre la trajectoire budgétaire sur laquelle le précédent gouvernement s'était engagé dans la loi de programmation des finances publiques, à savoir repasser sous les 3% de déficit public d'ici 2027. Mais c'est pareil, comment on peut être sous un déficit? Nous, on nous casse les couilles quand on a 15 euros de découvert à la banque. L'État est des milliards dans un déficit. Pas grave, on verra l'année prochaine. Normalement, si tu as déficit, dès l'année prochaine, tu fais en sorte que tu sois excédentaire et pas en déficit. Enfin, bref. Comment ils contrôlent une société? Enfin, comment tu veux gérer une société si toi-même, tu n'arrives même pas à gérer tes propres comptes? C'est hallucinant. Le Premier ministre, appelant à faire preuve d'une responsabilité exemplaire dans nos finances publiques, n'a pas pour autant repris le montant de 12 milliards d'euros d'économies à réaliser l'an prochain, que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, avait annoncé lors de ses vœux. Il en a dit un peu plus en revanche sur la méthode et le calendrier, les revues générales des dépenses publiques, que sa prédécesseur avait lancées seront poursuivies et renforcées. Et les premières propositions d'économie seront annoncées au mois de mars, donc bien avant l'élaboration du projet du budget, qui commence d'ordinaire au début de l'été, et il souhaite qu'elle donne lieu très vite à des échanges avec les représentants nationaux. Il ne dit pas s'il nourrit l'espoir de ne pas avoir recours au 49.3, comme lorsqu'il avait lancé le dialogue de Bercy. D'ailleurs, il en fera combien, lui, de 49.3 ? Comme ministre des Comptes publics, j'avais décidé d'expérimenter dans mon administration non pas la semaine de 4 jours, mais la semaine en 4 jours. Sans réduction du temps de travail à certains endroits. Souhaitant là encore que l'État donne l'exemple, les premiers ministres demandent à l'ensemble de ces ministres d'expérimenter cette solution dans les administrations centrales. C'est incroyable, hein. Eux, quand ils ont besoin de s'augmenter, eh ben ils s'augmentent. Quand ils ont besoin de beaucoup s'augmenter, eh ben ils se votent eux-mêmes, ils s'augmentent. Quand ils n'ont pas envie de travailler, que finalement ils veulent passer à la semaine de 4 jours, oh bah vas-y, on va essayer la semaine de 4 jours. Eux, ils peuvent tout faire. Comme ça, en claquant des doigts. Ils ont un droit à la paresse. Gabriel Attal veut faire disparaître l'ASS jusqu'ici versée aux chômeurs en fin de droit pour leur assurer un revenu minimum tout en leur permettant de valider des trimestres de retraite. Avec le RSA qui ne permet pas de valider des trimestres, plus question de préparer sa retraite sans travailler, s'indigne Gabriel Attal, qui assume vouloir un système social plus efficace et moins coûteux. Elle avait été au cœur des nombreux débats lors de l'examen de loi immigration, l'aide médicale d'État, l'AME, dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins, va être réformé dans les mois à venir. Je tiendrai l'engagement de ma prédécesseur, a annoncé Gabriel Attal, en référence à Elisabeth Borne. Nous le ferons avant l'été par voie réglementaire, avec une base connue. Le rapport Evin Stefanini. Et on en a parlé, je crois, il me semble, de l'AME dans une précédente vidéo. Gabriel Attal a fait la promotion de mesures qu'il avait lui-même initiées lors de son court passage au ministère de l'Éducation, ainsi celle annoncée par le président de la République lors de sa conférence de presse du 16 janvier. Choc des savoirs, avec la décision du redoublement désormais à la main des équipes enseignantes et la mise en place de groupes au niveau collège,
lutte contre les écrans, dans et en dehors de l'école, expérimentation de l'uniforme à l'école, avant une possible généralisation en 2026. Le Premier ministre a passé en revue ce qu'il estime nécessaire pour défendre l'école, mère des batailles. Les nouveautés sont limitées, à noter l'annonce du financement par l'État de l'accompagnement des enfants en situation de handicap sur leur pause déjeuner. Jusqu'alors, collectivités locales et États se renvoyaient la balle sur la prise en charge des salaires de l'AESH lors de la pause méridienne au détriment des enfants. Enfin, Gabriel Attal a indiqué lancer les travaux en vue d'une généralisation du SNU, qui se prononce le SNU-SNU, pour ceux qui ont la ref. En 2026, déjà en septembre, la secrétaire d'État chargée du dossier Prisca Thévenot, depuis devenue porte-parole du gouvernement, évoquait au sujet des services nationaux universels un caractère obligatoire. Rappelant les deux objectifs du gouvernement en matière de sécurité, la lutte contre les stupéfiants et la lutte contre la délinquance du quotidien. Et moi, j'attends de la voir, je la vois pas, je la vois jamais. Le Premier ministre affirme vouloir encore monter d'un cran dans son combat contre la drogue. Avant de monter d'un cran, ça serait bien de monter la première marche. Avec un nouveau plan de lutte contre les stupéfiants, avec une nouvelle mesure, aussi floue que vaste, pour taper les dealers au porte-monnaie et leur couper les vivres, le gel des avoirs des trafiquants de drogue identifiés. Mais avant de les taper au porte-monnaie, pourquoi vous n'envoyez pas juste les blindés à tous les coins de rue de chaque cité où il y a des deals, et vous les empêchez de dealer, et vous les arrêtez, et vous les mettez derrière les barreaux? Incroyable, ce serait trop facile. Les emballages plastiques dans le viseur, se félicitant que 50 sites industriels les plus émetteurs en France se soient tous engagés à réduire leurs émissions près de la moitié d'ici 2030, le Premier ministre veut appliquer cette méthode au fléau de la pollution plastique. Il annonce que 50 sites qui mettent les plus d'emballages plastiques sur le marché vont eux aussi devoir faire des efforts. Quelle sera l'ampleur de cette réduction à la source? Mystère. Gabriel Attal n'annonce pas d'objectif chiffré, comme pour les sites industriels émetteurs. Il est dommage que ces réductions ne concernent qu'une poignée d'acteurs, et pas tous, et qu'elles ne soient pas rendues obligatoires, avec seulement des engagements, pas des sanctions en vue. Le Premier ministre s'est félicité d'une mesure initiée par son prédécesseur à l'éducation, par Pape Ndiaye, et entrée en vigueur lorsque lui-même était l'occupant de la rue de Grenelle. Désormais, c'est l'élève harceleur qui doit quitter l'école, plus l'élève victime qui subit une double peine, et j'en suis fier. C'est un truc qui m'ulcérait l'urètre, histoire d'être... Pourquoi c'est la victime de changer d'école? Pourquoi c'est pas le harceleur qui est viré? C'est un truc que j'ai jamais compris. Problème, c'est faux. Cette assertion est pourtant répétée partout depuis parution d'un décret, l'été dernier, y compris par des journalistes. Or, la mesure ne concerne que l'école primaire, pas les collèges et les lycées, où il était déjà possible de changer un harceleur d'établissement, après passage en conseil de discipline, et n'a rien d'automatique. Non, le harceleur ne doit pas changer d'école, il le peut désormais. Une mesure certes intéressante, mais également critiquée car il n'existe pas de conseil de discipline en primaire, donc pas de cadre dans lequel peuvent s'exprimer défense et contradictoires, et encore faut-il trouver une nouvelle école pour accueillir le harceleur, ce qui n'est pas chose aisée dans tout le territoire. On s'en fout. Au bout d'un moment. Moi, on a eu un cas de harcèlement d'ailleurs à la nouvelle année. Il y a forcément... mais moi, c'est une école privée. Une nouvelle année, donc forcément, tu as des nouveaux élèves qui arrivent d'un peu partout. Donc c'est le temps qui s'adapte. Et les 2 premières semaines, il y en avait un qui foutait le bordel tout le temps, il s'est battu. Alors que c'est une école où il n'y a pas de problème, hein. Il y a vraiment quasiment pas de problème. C'est une école privée, catholique. Et quasiment pas de problème. Et il était arrivé, pendant 2 semaines, il bousculait les gens, il s'engueulait, il râlait, il écoutait pas les profs, il s'est battu plusieurs fois. Ça a duré 2 semaines. Première réunion avec les parents. Ensuite, il y a eu les parents d'élèves, d'autres parents d'élèves qui se sont plaints. 2e semaine, il s'est fait dégager. Voilà, c'est comme ça que ça doit juste se faire. Enfin, c'est la norme des choses. Il n'a pas voulu changer, on le dégage. Point. On s'en fout. Car réussir la transition écologique est le défi de notre génération? Non. Et que la jeunesse veut s'engager, participer, aider? Non plus. Tout le monde s'en fout de l'écologie.
Le chef du gouvernement dit vouloir lancer d'ici la fin du quinquennat un service civique écologique qui rassemblera 50 000 jeunes prêts à s'engager concrètement pour le climat, sans entrer davantage dans le détail. Vous avez remarqué, il n'y a aucun détail. Hein. Aucun détail. Le gouvernement va porter un projet de loi sur Mayotte pour faire face aux enjeux exceptionnels auxquels ces départements d'outre-mer sont confrontés. Chacune de nos politiques publiques doit tenir compte des spécificités des outre-mer qui concentrent tous les défis. Entre vie chère, emploi, sécurité ou lutte contre l'immigration illégale, a souligné le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, Mayotte est confrontée à une grave crise de l'eau depuis fin août en 2023 en raison d'une sécheresse historique, couplée à un manque d'infrastructures et d'investissement. Alors il y a deux choses, moi j'aime beaucoup les dom-tom, mais au bout d'un moment, c'est super compliqué de gérer un territoire qui a 25 000 km. Pourquoi on leur redonne juste tout simplement pas leur indépendance? Et ils gèrent, avec leur souveraineté, leur pays. Et on en a parlé aussi, hein, du problème de leur crise migratoire également. Ils en peuvent plus, ils en peuvent plus. Même eux, ils sont sous les flots d'une immigration illégale et clandestine et qui fout le bordel dans la société. Bon courage aux... Oh, dis donc, aux Mayotais? Aux Maillotins? Non. Comment on appelle les habitants de Mayotte? Guadeloupe, Guadeloupéen, bon ça va. Réunion, Réunionnais, ok, mais Mayotte. Comment on appelle les habitants de Mayotte? Les Mahorais et les Mahoraises. Ah, c'est comme presque comme les Maoris en fait, ok. D'accord. Coucou. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui me regardent de la Mayotte et d'autres dom-tom. Coucou à vous et bon courage. J'en étais où? Entre vie chère, je l'ai lu, hein, crise de l'eau, on a tout lu. En annonçant le financement par l'État de l'accompagnement des élèves handicapés sur le temps de midi, Gabriel Attal a devancé les parlementaires. Les sénateurs se sont en effet prononcés la semaine dernière et avant un passage à l'Assemblée, en faveur d'une proposition de loi des Républicains allant dans ce sens. À l'heure actuelle, le flou règne. Le Conseil d'État avait jugé en novembre 2020 que le financement du travail des AESH, accompagnants d'élèves en situation de handicap, sur temps périscolaire, incombait aux collectivités et non à l'État. Certaines avaient alors pris en charge l'accompagnement méridien, d'autres pas. Face au désordre qui concerne potentiellement 20 à 25 000 élèves, l'État avait poursuivi les prises en charge déjà en place. La décision du Premier ministre devrait donc remettre de l'ordre et réinstaurer une égalité de traitement entre les territoires. C'est les territoires qui disent « Ah non, je m'en fous de l'élève handicapé, je veux pas payer, je suis à l'État de payer. » C'est incroyable. La taxe lapin, qu'est-ce que c'est la taxe lapin? Quand on a rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas, on paye. En annonçant que les patients qui poseront les lapins à leurs praticiens en seront de leur poche dès cette année. Le Premier ministre Gabriel Attal fait sienne une idée en vogue du côté de la droite parlementaire en novembre, lors de l'examen au Sénat du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Le procureur LR Catherine Imbert avait par voie d'amendement défendu l'instauration d'une telle taxe lapin, revendication récurrente des médecins libéraux. De fait, selon l'Académie nationale de médecine et le Conseil national de l'ordre des médecins, chaque semaine, 6 à 10% des patients n'honoreraient pas leurs rendez-vous médicaux. Ça va. Mais ce qui est un manque à gagner pour les praticiens est désormais perçu comme un gâchis intolérable pour l'exécutif, qui s'échine depuis 5 ans à libérer du temps médical pour pallier... Au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner. Alors oui, il y a un problème dans le médical, c'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais mon médecin maintenant, même mon médecin maintenant, c'est sur rendez-vous. On peut plus y aller comme ça. Mais même sur rendez-vous, il donne rendez-vous à 14h, t'arrives dans la salle d'attente, il te prend à 15h30. C'est à quoi il sert le rendez-vous au bout d'un moment? À quoi il sert le rendez-vous au bout d'un moment? Je vois aucune différence de quand je prends maintenant, je suis obligé de l'appeler pour prendre un rendez-vous, de quand j'y allais au pif et que j'attendais. C'est pareil. D'autres trucs. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais qui parmi vous, dites-le moi dans les commentaires, qui parmi vous paye en carte bleue son médecin? À chaque fois que j'ai posé la question à ma femme, qui a son propre médecin traitant ou à des copains, tous les médecins, j'ai l'impression, prennent en liquide. Il n'y en a aucun qui prend en carte bleue. Alors moi, techniquement, le réflexe que j'ai, c'est des commerçants, des médecins ou des gens qui refusent la carte bleue. Il y a un peu de magouille derrière. C'est la seule raison valable pour moi.
Parce qu'un lecteur de carte bleue, ça coûte que dalle. Il y a les TPE officiels hein, de la banque qui coûtent un peu cher. Je crois que c'est 100 ou 150 balles. Mais il y a les petits TPE nouvelle génération qui coûtent que dalle. Il y a même des TPE qui s'accrochent à l'arrière de ton téléphone qui coûtent mais rien. Donc elle est où la magouille? Elle est où la magouille? Pourquoi il refuse la carte bleue? Moi, je veux en savoir. J'aimerais bien savoir. Pourquoi il refuse la carte bleue? C'est super chiant. Moi, j'y pense pas. T'es malade et tout. Tu vas, vous réglez. Ah merde. Bon, bah, je vais au distributeur à côté puis je reviens. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Et me faites pas dire, ouais, mais le TPE, ça coûte cher. Même le TPE de la banque, franchement, quand tu vois qu'ils prennent 3, 4, 5, 10, allez, 10, 15 patients à 23 ou 24 euros, je sais même plus c'est combien le médecin, par jour. Je pense que ça va, ils peuvent l'encaisser, le TPE. Peut-être que je me trompe. Hein. Si vous êtes médecin, n'hésitez pas, expliquez-moi pourquoi vous détestez le TPE. Pour pallier la pénurie grandissante des praticiens. Pas sûr néanmoins que la mesure soit pertinente du point de vue de la santé publique, car si les patients oublient des rendez-vous, c'est aussi souvent parce que le délai pour consulter s'allonge jusqu'à parfois devenir déraisonnable. À vouloir les sanctionner par un manquement d'abord imputable à l'absence de disponibilité rapide des praticiens, on risque fort de les dissuader tout court de consulter. Tout ne sera pas réglé en quelques semaines, admet Gabriel Attal ce mardi face à la colère du monde agricole. Il s'est surtout il est 16h34, hein, 1h30 après, hein, qui parle enfin des agriculteurs. Il est surtout contenté de répéter les annonces déjà faites à la profession vendredi dernier, notamment sur le renforcement des contrôles pour la loi Egalim, le versement des aides liées à la maladie épizootique bovine, le versement des aides de la PAC et la simplification. Les 5 nouvelles mesures annoncées par le Premier ministre s'apparentent à un toilettage de mesures déjà prévues. Un fonds d'urgence pour les viticultures serait débloqué dès la semaine prochaine. Le dispositif fiscal en faveur de l'élevage qui avait déçu les professionnels en décembre sera renforcé. Les amendes infligées aux entreprises qui n'auront pas respecté la loi Egalim seront réutilisées pour soutenir les agriculteurs et la traçabilité des produits sera davantage contrôlée. Finalement, c'est surtout au niveau européen que le gouvernement souhaite avancer, notamment sur les questions des jachères qui pourraient se débloquer dès mercredi lors du déplacement de Marc Fesneau à la Commission européenne. Face à la crise qui atteint les niveaux jamais vus, le Premier ministre a promis un choc d'offres en simplifiant les procédures et les normes afin de relancer la construction de logements neufs. Nous désignerons dans 2 semaines 20 territoires engagés pour le logement où nous accélérerons tout le processus, comme nous avons pu le faire pour les Jeux Olympiques, avec pour objectif de créer 30 000 nouveaux logements d'ici 3 ans, a annoncé Gabriel Attal. 30 000 logements, ridicule à l'échelle du déficit de logement en France, juge Jacques Baudrier, adjoint au logement de Paris, alors que la production est tombée sous les 300 000 par an. Dans le sillage des émeutes ayant suivi la mort de Naël, le rôle des parents a largement été pointé du doigt, avec la question de leur responsabilisation par des travaux d'intérêt généraux. C'est un truc, moi quand j'étais petit, je sais pas si vous dans votre famille c'était pareil, moi quand j'étais petit, ça m'arrivait de faire des bêtises. Pas des grosses bêtises, mais ça m'arrivait de faire des petites bêtises. Et j'ai toujours la voix de mon père et de ma mère qui résonnait dans ma tête. Fais attention, si tu fais des bêtises, la police elle va venir chercher maman ou papa. C'est pas toi qui vas aller en prison, t'es trop jeune. Mais c'est maman ou papa qui va aller en prison. Tu vas aller en prison? Enfin, tu veux que maman ou papa aille en prison? S'il te plaît, tiens-toi bien. Et je me tenais bien. Enfin, moi, c'est un truc qui me paraîtrait normal. Tu chopes un délinquant mineur, tu fous le parent en tôle. Il y a un problème quelque part. Bon, peut-être pas le premier coup, mais quand il est arrêté pour la 8e, 9e, 10e, 24e fois, il y a un problème. Or, beaucoup de ces familles sont des familles monoparentales, déjà précarisées et fragilisées. Et alors? On s'en fout. Il y a des familles monoparentales fragilisées, précarisées. Leur gamin, c'est une crème. Il s'en sort très bien. C'est pas une excuse, au bout d'un moment. Il est hors de question d'accabler certaines familles, a déclaré Gabriel Attal, qui poursuit « Quand on est une mère seule de plusieurs enfants dans un quartier, on peut être totalement dépassé par les événements. Ainsi, quand un jeune sera sur la mauvaise pente, nous proposerons aux parents de les placer en internat. » Placer les gamins en internat? Ah oui, ok. Ou les parents en internat. Retirer un enfant de sa famille parce qu'il est sur la mauvaise pente, une conception de la solidarité très
4ème République, tout comme sa tirade. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, tu apprends à la respecter. Ouais. Bah, alors j'aime bien cette phrase, je vous mentirai pas, j'aime bien cette phrase, mais j'aimerais bien l'avoir appliquée. Je l'ai jamais vu appliquer. Jamais. La seule fois où je l'ai vu appliquer, c'est en Serbie. En Serbie, il y a une prison pas loin de là où je suis. Enfin si, elle est quand même à quelques kilomètres, mais on voit les prisonniers. Ils sont en orange, en train de tondre la pelouse en ville et de faire des travaux d'intérêt généraux. Mais en France, je les vois jamais. Ça, cette phrase, je l'ai jamais vue. Ils s'en foutent d'une force hallucinante. Par contre, pour l'internat, on en a, enfin pas l'internat, mais les vacances payées, on en avait parlé. On en avait parlé. Alors attends, je vais vous mettre la vidéo de côté. Ah, c'est ça. C'est en 2 vidéos. C'est en 2 vidéos. Des assos offrent des vacances à des racailles, c'est fini en coup de poignard en dépit de Hent. Des assos payent 8 mois de vacances au Sénégal à des jeunes en difficulté pour leur apprendre le respect. Je vous laisse ces 2 vidéos dans la description si j'y pense. Gabriel Attal a ensuite laissé la porte ouverte à un assouplissement de la loi SRU en suggérant d'inclure les logements intermédiaires destinés à la classe moyenne dans le quota des 25% des logements sociaux que les communes doivent produire. L'idée étant de faire évoluer le logement social pour qu'il réponde davantage aux classes moyennes. Une mesure choquante pour les élus interrogés. C'est un coup de canif dans la loi SRU. Quel intérêt aura un maire à faire du vrai logement social dès lors qu'il pourra remplir les objectifs de la loi SRU en faisant des logements intermédiaires, a réagi le sénateur PCF Yann Brossat. En revanche, les élus parisiens ont salué l'annonce d'une réactivation du droit de réquisition. Nous n'hésiterons pas à procéder à des réquisitions pour des bâtiments vides, notamment des bâtiments de bureaux. Moi, je trouve que c'est une bonne mesure. L'obligation de construire des logements sociaux pour des villes avec un quota, c'est un non-sens hallucinant et ça détruit la ville. Il y a des villes où tout va bien, c'est des grosses zones pavillonnaires, où c'est même des petits logements, voilà, habitables, bien. Ils sont obligés du coup, ils cassent un côté, ils sont obligés de faire des logements sociaux. Du coup, t'as toute la merde qui arrive dans ces logements sociaux. Du coup, tout le quartier est emmerdé par ces gens qui respectent rien. Et t'as tout le quartier qui perd de sa valeur, qui perd de son truc. Et tu passes d'une ville qui était relativement tranquille à une ville qui a des problèmes de délinquance, de criminalité. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Tu veux faire des logements sociaux? Fais-le si t'en as envie. Mais tu n'as pas à obliger des villes où il n'y a pas de problème à importer des problèmes, en fait, au bout d'un moment. C'est hallucinant. Donc ça, c'est plutôt une bonne mesure. À la fin de sa déclaration de politique générale où il a usé d'une anaphore pour vanter les mérites d'être français, Gabriel Attal a fait référence à son homosexualité. Tiens, maintenant c'est devenu un bouclier, ça y est. Une première pour un Premier ministre de la Ve République lors d'un discours de politique générale. Être français en 2024, c'est dans un pays qui, il y a 10 ans seulement, se déchirait autour du mariage pour tous. Pouvoir être Premier ministre en assumant son homosexualité, a lancé le chef du gouvernement, qui avait déjà évoqué ce sujet. Donc maintenant qu'il a lancé ça, si vous le critiquez, vous êtes homophobe. Mais quel enfer. Marine Tondelier qui dit chasse aux pauvres, conditionnement du RSA, rendez-vous médical raté, payant, stigmatisation de la jeunesse, travaux d'intérêt éducatif, réforme de l'AME. Il est loin le en même temps. Aujourd'hui, place à la droite punitive. Au bout d'un moment, il faut. C'est pas la droite punitive, il faut juste que ça soit punitif au bout d'un moment. Si tu veux apprendre le respect aux gens, au bout d'un moment, il faut que ça soit punitif. S'ils font des conneries et que tu dis juste « Oh, c'est pas grave », ben ils vont continuer en fait. Non seulement ils vont continuer, mais en plus ils vont être de pire en pire. Et au bout d'un moment... C'est à cause de gens comme Marine Tondelier que la société part en déliquescence hallucinante. Marine Tondelier et d'autres... tu sais, Sandrine Rousseau, les filles et tout le bazar. Les écolos surtout. Qu'est-ce qu'il y a de pire, les écolos ou les militants cyclistes? Il y a peut-être un combat intéressant. Elisabeth Borne avait quitté Matignon sur un clin d'œil à Michel Rocard. Son successeur y débarque en contournant une phrase de François Mitterrand. Ce dernier croyait aux forces de l'esprit. Le nouveau Premier ministre croit, lui, aux forces de la France. Primauté à la matérialité d'une énergie martelée dans son discours aux 50 points d'exclamation. Il n'y a pas 50 points, là. On est d'accord.
Selon la transcripte officielle, où le réarmement et ses 14 occurrences tient lieu de fil rouge. Bon, le nouveau élément de langage, c'est réarmement. À cet égard, le mot culture n'est prononcé que 4 fois, pauvreté une fois, précarité jamais. Pour trancher avec sa prédécesseur au ton jugé lénifiant, Gabriel Attal a surenchéri dans tout. La longueur, 75 000 signes contre 62 000 pour Borne. Le débit en cascade, y compris dans le risque. Il est déterminé à agir parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Le peuple qui bloque les autoroutes, celui qui les conspue à l'Assemblée, celui qui casse, salit et défie l'autorité. En cette saison où la société résiste, de tel Français est-il le plus prêt? Lui qui est 14 fois prêt à agir. C'était un peu long, mais c'était très intéressant. Qu'est-ce qu'on a retenu de son discours? Pas grand-chose au final. Maintenant, c'est des belles paroles, mais qu'est-ce qui va rester concrètement de tout ça? Les commentaires sont là, n'hésitez pas.